proposons d'entendre Françoise Frelin, présidente de l'UNAFAM 17, une association reconnue d'utilité publique qui accueille, soutient et informe les familles confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs. Au travers de cet entretien, Nicole Frelin abordera les actions mises en place par l'UNAFAM 17 et les problématiques liées à cette maladie. Alors, quelles sont les actions mises en place par l'UNAFAM dans les instances hospitalières, au plan régional ou départemental, auprès des institutions, des élus et des familles? Ce que l'on peut dire, c'est que la finalité de l'UNAFAM, c'est donc bien l'entraide vis-à-vis des familles. Elle l'accueil, l'écoute, l'information et la formation. Ensuite, l'UNAFAM représente également les familles. Elle les représente dans les instances, certaines instances hospitalières, comme la CRUPC, la commission de tout ce qui concerne la qualité et les soins. Ensuite, l'UNAFAM est représentée aussi à l'ARS au niveau régional par un délégué au niveau de Poitiers. Et l'UNAFAM participe aussi à d'autres instances, la conférence du territoire Nord pour l'ARS, la conférence du territoire Sud au titre de suppléant. Elle participe aussi à la CRUPC de Saintes. Voilà, en gros, assez schématiquement, mais notre rôle de représentation au niveau des instances départementales et régionales. Entretien avec Françoise Frelin, présidente de l'UNAFAM 17. Les besoins des personnes malades et ou handicapées psychiques sont multiples, je viens de vous dire, essentiellement l'accès aux soins, et l'accès aux soins avec malheureusement ou sans consentement lorsque c'est nécessaire, et ensuite pouvoir vivre quand même malgré tout avec des ressources le plus suffisant possible, parce que le handicap, la solidarité se doit bien de pouvoir les aider à l'assumer. Ce sont déjà des gens qui sont souvent en souffrance et en grande souffrance. Ensuite, les personnes handicapées doivent pouvoir aussi bénéficier de l'accompagnement et de l'aide dont ils peuvent avoir besoin. Et combien y a-t-il de problèmes à résoudre quand on a la charge d'un malade psychique, par exemple ? Les problèmes à résoudre, ils sont nombreux, ils sont multiples, ils sont quotidiens. C'est-à-dire que, en fonction des aléas de la maladie, il y a des moments où ils sont mieux et d'autres où ils sont moins bien. On passe souvent beaucoup de temps à leur dire: est-ce que tu t'es lavé? Il faut absolument que tu te laves. Est-ce que tu as fait ça et ça dans ton logement? Est-ce que tu es allé là? Est-ce que tu as ouvert ton courrier? Est-ce que voilà. Et à calmer des fois quelques idées un peu obsessionnelles. Il m'a regardé de travers, qu'est-ce qui se passe, etc., ou un tel m'a dit ça. C'est-à-dire qu'il y a une susceptibilité, il y a une hypersensibilité qui nécessite souvent qu'on les rassure, qu'on les accompagne et qu'on les rassure. Et c'est bien un travail quotidien. Et quelles sont les activités possibles pour ces personnes souffrant de troubles psychiques au niveau du travail, par exemple ? Alors, pour un certain nombre, l'accès au travail est possible, que ce soit l'accès au travail en milieu protégé, type les ESAT, un ESAT, que ce soit un travail en milieu ordinaire, mais à condition que les soins soient bien maintenus, qu'il n'y ait surtout pas de rupture de soins et que les autres questions concernant les ressources, le logement, etc. Et l'accompagnement soient assurés. Mais pour un certain nombre, le travail est possible. Mais n'oublions pas tous ceux pour lesquels ce n'est pas possible et qui ont néanmoins besoin de ressources pour subsister. Qui détermine, je dirais, cette possibilité-là ? Alors, cette possibilité-là, elle est évaluée en fonction du comportement, en fonction des difficultés que présente la personne par les médecins et par les soignants, qui sont les premiers quand même concernés. Elle est évaluée aussi par le dossier qui va être constitué auprès de la maison départementale des personnes handicapées, où là, la personne va demander une reconnaissance de travailleur handicapé qui va ensuite lui permettre d'aller soit vers une orientation en ESAT, établissement spécialisé, soit vers un milieu ordinaire en étant accompagné. La décision, c'est donc une décision médicale, médico-sociale qui est prise en fonction de la maladie et de l'épisode de maladie du malade, de la personne handicapée. Et quels sont les signes qui caractérisent en fait les troubles psychiques et comment ça se manifeste ? Alors, je vous dirai ce que dit une collègue mère d'une malade. Il y a autant de maladies que de malades. C'est-à-dire que, même si peut-être des psychiatres vous expliqueront qu'on retrouve des signes communs à certaines maladies, un malade ne ressemble pas forcément à l'autre malade qui pourtant aura le même diagnostic.
Ce que l'on peut dire, c'est le décalage quelquefois avec la réalité. C'est on sent bien que la personne est en souffrance, on sent bien qu'elle ne peut pas faire, on sent bien qu'elle est extrêmement angoissée, extrêmement inquiète. Et quelquefois, il peut y avoir effectivement un petit peu d'agressivité ou d'expression de mal-être, mais c'est essentiellement cette souffrance, cet isolement, cette attitude de repli sur soi, cette très grande difficulté à communiquer, à aller vers les autres. C'est souvent même impossible pour eux aller vers les autres. Et ça touche vraiment toute catégorie de personnes. Ça touche, il y a en France et peut-être dans le monde et dans ce département comme ailleurs, 1% de la population qui est touchée par la schizophrénie, 1 à 1,5% qui est touché par les maladies bipolaires, et ce à quoi il faudra ajouter les dépressions graves et les troubles psychiques invalidants, et il y en a aussi un certain nombre. En termes de pourcentage, plus d'hommes, plus de femmes ou parité ? Difficile à dire. Parité peut-être pas, mais très difficile à dire. Plus d'hommes, plus de femmes. C'est vrai que nous avons plus souvent un fils qu'une fille malade, mais je pense pas qu'il y ait au jour d'aujourd'hui des statistiques précises. Le point le plus important, c'est le fonctionnement du cerveau. Je crois que nous sommes dans la semaine qui concerne justement toutes les informations, les maladies du cerveau, et elles sont nombreuses, il n'y a pas que les nôtres, mais je pense qu'il y a déjà eu de gros progrès qui ont été faits depuis, bien sûr, l'apparition des neuroleptiques et des traitements, mais les progrès, les actions seront bien à ce niveau-là, c'est-à-dire mieux comprendre, mieux connaître le fonctionnement du cerveau et pouvoir lui apporter ce qui lui manque et qui occasionne probablement certaines maladies ou au contraire ce qu'il a peut-être en trop et qui entraîne des conséquences invalidantes. Entretien avec Françoise Frelin, présidente de l'UNAFAM 17. Alors l'UNAFAM aussi, organise la semaine de la santé mentale. Quelle est son implication réelle ? À La Rochelle a été créé un collectif qui regroupe les associations concernées par la maladie psychique, les services de la ville, services de coordination de prévention du suicide, et l'UNAFAM coordonne les actions de ce collectif. Et notre objectif, c'est de viser le grand public et de leur dire regardez-les, ils ont comme vous envie de vivre, ils ont comme vous besoin de vivre, et ils peuvent vivre au milieu de nous, et on peut vivre tous ensemble dans la plus grande simplicité et sans aucun danger. Je crois qu'il faut casser le tabou. Un malade psychique, c'est quelqu'un de dangereux. Non, un malade psychique, ce n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est même souvent lui qui est agressé plus souvent qu'il n'agresse. Mais effectivement, il y a eu quelques épisodes tout à fait regrettables et tristes et graves qui ont mis l'accent sur la dangerosité d'un schizophrène, d'un malade, etc., etc. Est-ce que vous avez un retour un petit peu chaque année sur ces manifestations que vous ouvrez au grand public ? Un retour relativement peu, peut-être des familles qui apprennent à nous connaître et qui osent venir, qui osent franchir le pas, venir dire oui, je suis concernée. Et là, ce sont tous les milieux sociaux. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des classes plus difficiles. Tout le monde est concerné. Un certain nombre de familles osent davantage venir. Peut-être peuvent-elles aussi mieux comprendre à ce moment-là l'intérêt et l'importance que nous avons d'être unis et d'être ensemble pour pouvoir faire face et surtout aussi représenter une force et obtenir un véritable accompagnement, un véritable soutien pour nos malades. Une famille, pour qu'elle vienne vers nous, il faut qu'elle ait fait toute une démarche. Il faut qu'elle soit sortie de ce déni elle-même. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Il faut qu'elle ait déjà franchi souvent ce seuil-là pour qu'elle puisse venir nous dire oui, je suis concernée, oui, j'ai un problème, oui, je ne sais pas ce qui se passe, oui, j'ai mal, oui, nous sommes en difficulté. Donc, sentir que d'autres familles osent dire nous sommes concernés, mais en même temps, nous essayons de nous regrouper pour changer le regard sur nos malades, peuvent effectivement les aider. Pour la première année, cette année, nous allons faire un questionnaire de satisfaction. Donc, nous allons mieux savoir, nous allons pouvoir mieux dire comment les personnes sont arrivées à nous et si elles ont trouvé ce qu'elles attendaient et peut-être ce qu'elles attendraient. Mais jusqu'à présent, ça s'est surtout mesuré en contact peut-être un peu plus facile à certains égards avec certains professionnels, certains soignants et aussi avec de nouvelles familles. Ça veut dire que ce problème de santé mentale reste encore tabou.
Ce problème de santé mentale et surtout de maladie psychique reste un des grands tabous de notre société française, et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes aussi en train de travailler pour faire reconnaître la santé mentale et les troubles psychiques, la souffrance psychique, comme une grande cause nationale en 2014. Ça ne nous donnera probablement aucun moyen supplémentaire dans le contexte économique qui est le nôtre, mais au moins qu'on en parle, qu'on ose en parler, et que les personnes qui sont touchées osent dire, et celles qui ne le sont pas osent entendre, puissent entendre que non, il n'y a pas nécessairement de danger. L'UNAFAM nationale organise un congrès cette année pour son 50e anniversaire, et elle milite avec d'autres associations nationales concernées justement pour obtenir cette année de grande cause nationale. Donc c'est un travail important. Un travail important aussi a été démarré avec le nouveau président depuis juin 2012 sur l'image de l'UNAFAM, la reconnaissance, l'information, etc. Nous sommes presque une vieille association, mais qui est en train de se rajeunir, qui est en train de se chercher de nouvelles marques, qui est en train de s'ouvrir aussi à des familles d'enfants et d'adolescents. Et ça, c'est très important, puisque actuellement, nous avons, en tout cas surtout dans ce département-là, beaucoup plus d'adultes concernés que des jeunes. Merci à Françoise Frelin, présidente de l'UNAFAM 17, pour cet entretien sur un sujet qui reste tabou en France. Pour en savoir plus sur cette association reconnue d'utilité publique, l'UNAFAM, www.unafam.org. Ce reportage est signé Stéphane Nados.